Bonjour. Je suis très honoré d'être présent ici. Merci pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir, d'autant plus que je revois des professeurs qui m'ont enseigné, donc je suis extrêmement flatté par leur présence. Donc, ma présentation s'intitule « L'intelligence artificielle au cœur du concept de la construction 4.0, rôle, défis, applications et perspectives ». C'est un travail qui a été fait avec Zakaria Dakli, qui est responsable recherche dans la chaire Construction 4.0, qui est ici présent, et le doctorant Yassine Bou Abdellaoui, qui est en deuxième année de thèse et qui travaille sur l'intelligence artificielle appliquée à la construction. Merci pour les présentations qui m'ont précédé. Il y a beaucoup de choses que je vais redire, mais la pédagogie, c'est aussi l'art de répéter les choses. Je vais aller commencer par un questionnaire pour faire un état de l'art. Je vais commencer autrement. Est-ce que je vais poser rapidement cette question. Est-ce que selon vous, oui ou non, il y a de l'intelligence artificielle dans ces questions, dans ces 7 questions? Est-ce que le tableur qui calcule des sommes et d'autres fonctions prédéfinies sur des données prédéfinies, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle ou pas? Est-ce que prévoir le marché boursier en ajustant une courbe aux données passées sur le prix des actions, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle ou pas? Est-ce qu'un système de navigation GPS pour trouver l'itinéraire le plus rapide, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle ou pas? Un système de recommandation musicale tel que Spotify, qui suggère de la musique en fonction du comportement d'écoute de l'utilisateur, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle ou pas? Des solutions de stockage de données volumineuses, on en a parlé tout à l'heure, qui peuvent stocker d'énormes quantités de données telles que des images ou des vidéos et de les transmettre en continu de nombreux utilisateurs en même temps, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle ou pas? Les fonctions de retouche photo telles que la luminosité et les contrastes dans les applications telles que Photoshop, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle ou pas? Et enfin, les filtres de transfert de style dans les applications telles que Prisma, qui prennent une photo et qui la transforment suivant le style d'art, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle ou pas? Pour aller vite, je vais vous donner les réponses. Elle est trop loin. Donc la réponse est non. Non, peut-être oui parfois. Oui, oui, non, non et oui. Et donc ça vous permet de savoir si vous avez cette notion de compréhension de l'intelligence artificielle d'une manière générale ou pas. Je ne sais pas si je peux rester ici, je préfère rester ici. Donc voilà le concept. C'est quoi l'intelligence artificielle? Je vais essayer. Et pourquoi maintenant on parle d'intelligence artificielle? C'est sur ce point-là que je vais insister au niveau pédagogique. Est-ce que la notion de conscience, la notion d'éthique et de droit qui a été mentionnée tout à l'heure, elle est fondamentale en termes de travaux de recherche, en termes de travaux d'enseignement? Et c'est quoi alors l'intelligence d'une manière générale? La notion d'intelligence, elle a été définie par Howard Gardner, où il y a 8 intelligences, je ne vais pas les détailler. Il y a l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, celle qu'on connaît dans les écoles d'ingénieurs et les universités, l'intrapersonnel, l'interpersonnel, la visio-spatiale, la corporelle dite kinesthétique et la musicale et la naturaliste. Et puis, il y a une combinaison de toutes ces intelligences. Est-ce que l'intelligence artificielle est une intelligence qui est définie? Est-ce qu'on peut avoir aussi des notions d'expliquer c'est quoi l'intelligence? Beaucoup parlent d'une intelligence plutôt augmentée qui est d'une intelligence artificielle et je vais essayer en tout cas d'apporter ma pierre pour pouvoir la définir. Et je vais aller à la base de la définition de l'intelligence artificielle, en tout cas en France, elle est définie comme ça. L'intelligence artificielle désigne un programme fondé autour d'un objectif ambitieux, comprendre comment fonctionne la cognition humaine et la reproduire. 2. Créer des processus cognitifs comparables à ceux de l'être humain. C'est ça la définition en France sur laquelle nous on se base. Et on va distinguer en France 2 types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle étroite, c'est-à-dire ou dite faible ou appelée spécialisée, sur laquelle nous travaillons actuellement. Ce sont des tâches spécifiques avec des simulations de comportement et capacités humaines sans conscience particulière. Et la deuxième intelligence artificielle, elle est généraliste ou dite forte, c'est la capacité à résoudre des problèmes complexes et non compliqués, des problèmes complexes, prise de conscience d'elle-même avec raisonnement et potentialité de sentiment. On n'est pas encore là dans cette intelligence artificielle forte.
En se basant sur ça, ça veut dire une vision française de l'intelligence artificielle, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir la comprendre, je vous propose aussi une autre définition de l'intelligence artificielle donnée par les Finlandais, que je trouve aussi intéressante à comprendre. Pour les Finlandais, la méthode, c'est une méthode qui conduit à l'autonomie. Donc, dès qu'il y a autonomie, donc on pense qu'il y a intelligence artificielle, capacité d'effectuer des tâches dans des environnements complexes encore et pas compliqués, sans être constamment guidé par un utilisateur. 2, est un système adaptatif, capacité d'améliorer le rendement en tirant des leçons de l'expérience. Donc, 2 mots-clés pour une intelligence artificielle, pour savoir si elle existe ou pas, l'autonomie et l'adaptation et la prise des décisions. L'intelligence artificielle aussi est une discipline scientifique. Il n'y a pas les intelligences artificielles, il y a l'intelligence artificielle, comme la biologie, comme les mathématiques et comme la chimie. Il n'y a donc pas de l'intelligence artificielle au pluriel. Je vais définir aussi rapidement pour mettre les choses au clair, c'est quoi une machine et c'est quoi un robot. Une machine, c'est un ensemble de mécanismes utilisant une énergie donnée afin de fournir un travail. La notion de machine, la machine à laver, on dit d'une machine à laver. Par contre, la définition d'un robot, c'est autre chose. Actuellement, elle a changé cette définition de robot, où il y a cette notion d'intelligence artificielle dans la tête du robot. C'est-à-dire, un robot, c'est une machine dotée d'intelligence qui s'adapte en fonction de son programme complexe pour réaliser des tâches différentes. Il est programmé et agit au moins en semi-autonomie, rappelez-vous le terme autonomie et l'adaptation, avec auto-apprentissage dynamique. L'intelligence artificielle sera donc le cerveau de la machine, donc on parle de robot dans ce cas-là. Tous les pays ont une stratégie intelligence artificielle. Tous. Aucun pays n'a sa stratégie nationale au niveau intelligence artificielle. La France également, vous êtes au courant de cette stratégie. C'est quoi l'intelligence artificielle aussi? Est-ce qu'on voit parfois des résultats où il y a une régression linéaire? Ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. La régression, les méthodes de prédiction traditionnellement utilisées par les statisticiens est incomplète. On voit que la régression est efficace pour ce cas-là, mais pour les autres cas, il n'y a pas de méthode mathématique, il n'y a pas de modèle mathématique. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant. C'est le pourquoi de l'intelligence artificielle. Les 4V, la méthode de 4V qui a été également, je vais aller rapidement sur les 4V, mais qui c'est vraiment intéressant en fait à regarder en termes de big data. C'est un traitement de données si volumineux qu'il devient difficile à gérer avec des outils. Il faut retenir le 4V. La notion de volume, elle est extrêmement importante dans la notion d'intelligence artificielle. La vélocité, ça veut dire les supercalculateurs. Le CNRS vient d'en avoir un extrêmement intéressant et qui lui permet en fait de travailler avec des conditions égales en fait à tous les grands supercalculateurs au niveau mondial. Ça a été inauguré il n'y a même pas une semaine. La variété, ça veut dire on mélange des données liées aux animaux, liées aux capteurs, ou liées aux températures, ou liées à l'environnement, ou liées au sol, ou liées à l'être humain, ou liées au chat. C'est ça, cette variété de données quand vous avez, imaginez une smart cities où vous avez toutes les données de tous les capteurs, etc. La véracité, les piratages aussi, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et la cybersécurité, elle est aussi liée à cette méthode. Vous voyez ici, c'est une courbe qui vous permet en fait de vous situer. Vous avez la notion de volume et vélocité au niveau de l'abscisse des ordonnées et vous avez la variété au niveau de l'axe des X. Où c'est intéressant, où il y a vraiment un apport, le pourquoi de l'intelligence artificielle, c'est quand on est vraiment là en haut, où on n'a pas de modèle, où il n'y a pas de méthode probabiliste, où il y a énormément, les 4V sont vraiment là. C'est là où elle apporte quelque chose, l'intelligence artificielle. Elle n'apporte pas quelque chose quand les données ne sont pas intéressantes et avec des régressions linéaires, avec des Excel ou bien des méthodes classiques, on peut le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je vais redéfinir, ça a été défini tout à l'heure, c'est quoi la différence dans nos têtes, c'est quoi l'intelligence artificielle, big data, informatique, machine learning, deep learning. Et cette définition, elle est très importante pour garder dans la tête, en fait, parce que c'est très important les mots qu'on va utiliser. La taxonomie, elle est là. L'intelligence artificielle englobe le machine learning. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Le machine learning englobe le deep learning. Et vous avez tout ça, et tout ça, c'est dans l'informatique, c'est dans le computer science. Tout ça, c'est dans le computer science. Et la data mining,
elle est en liaison avec tous ces domaines-là. Donc, quand on parle de data mining et d'intelligence artificielle, ou bien de machine learning, ou bien de deep learning, c'est vraiment des choses fondamentales qu'il faut vraiment maîtriser. Donc, vous avez ici les définitions, je ne vais pas le redire, parce que c'est quand même très important à les étudier, soit pour la formation au niveau des universités, au niveau des écoles d'ingénieurs, soit aussi quand on va s'attaquer, on va mettre en place une équipe d'intelligence artificielle dans une entreprise, ou bien dans un laboratoire, et ce sont des choses assez importantes. Je vais résumer rapidement. Vous avez l'intelligence artificielle globale, à gauche, qui englobe le machine learning et le deep learning. Vous avez les modèles statistiques à droite du côté du machine learning. Et vous avez les neurosciences du côté du deep learning. Et vous avez en fait, dans l'intelligence artificielle, l'expert c'est un homme, c'est un être humain, ou une femme. Et l'algorithme, c'est aussi quelqu'un qui est donné par un être humain ou bien par un homme également. Donc, ou bien une femme. Pour le machine learning, l'expert, c'est un être humain encore. Et l'algorithme, il est donné par un ordinateur. Donc, on est en face d'un ordinateur, on est en face d'une machine, d'un ordinateur. Et dans le deep learning, c'est l'ordinateur avec l'ordinateur. Et c'est ça, en fait, qui change. Cet apprentissage-là, le deep, le machine, l'intelligence et ces notions de statistiques à droite au niveau des machines et des neurosciences sont extrêmement importants à visualiser pour comprendre ce qu'on fait. Est-ce que je fais du machine learning? Est-ce que je fais du deep learning? Bien sûr, je fais de l'intelligence artificielle en général. Est-ce que je fais de l'informatique? Et ces notions-là de compétences statistiques et neurosciences sont fondamentales si on veut aller plus loin. Vous avez des outils classiques, je ne vais pas les citer, et vous avez des applications, vous connaissez la reconnaissance vocale, la reconnaissance des images, des prédictions, etc. Les robots, les voitures autonomes, et ainsi de suite, ce sont des choses connues. Autre chose à méditer, ça a été démontré également, cette notion en fait d'expert et de nombre de personnes en face. Ça a été fait en fait, donc pour réduire les erreurs collectives, on a deux solutions mathématiques. Soit diminuer les erreurs individuelles, soit augmenter les variances des estimations. Dit autrement, augmenter l'expertise collective en recrutant les meilleurs experts. Ça, c'est vraiment une stratégie à mettre en place. Ou bien, augmenter la variance des estimations, augmenter le nombre de personnes en fait avec qui on peut contacter. Ça a été fait dans une université de droit où les experts, ce sont de 2 avocats, ou les non-experts, ce sont des étudiants. Et vous voyez, les résultats, ils sont extrêmement intéressants et c'est lié aussi aux algorithmes et c'est lié aussi au nombre de personnes qui travaillent si vous mettez en place une équipe sur ces thématiques-là. Vous voyez qu'il y a 14 étudiants équivaut à un expert. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas... L'intelligence collective, elle est extrêmement importante et sur ce point-là, il va falloir vraiment réfléchir parce qu'elle n'est pas donnée. Donc, vous avez 42 étudiants et vous avez des avocats. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser, rajouter le nombre de personnes, poser un problème, ou bien ramener un expert, ou bien ramener 2 experts. Donc, vous pouvez trouver, bien sûr, toutes les photos et toutes les courbes, elles sont forcément référencées ici. Donc, je vais répondre maintenant au questionnaire. Le tableur, non. Je pense que la majorité des gens, ils l'ont vu. Le résultat est déterminé par la formule spécifique par les utilisateurs, donc pas d'intelligence. Donc, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'adaptation, donc forcément, il n'y a pas d'intelligence. Prévoir le marché boursier, non. Mais peut-être car ajuster une simple courbe n'est pas vraiment l'IA. S'il y a beaucoup de courbes, s'il y a beaucoup de variances, potentiellement, elle peut être oui. Un système de navigation GPS pour retrouver les itinéraires les plus rapides, oui, parce que plus il y a des contraintes, plus on a en fait un recours en fait à l'intelligence artificielle. Chemins les plus courts, pas d'autoroute, des accidents dans la route. Plus il y a des contraintes, plus l'intelligence artificielle elle est intéressante. Un système de recommandation, oui. Le système apprend du comportement d'écoute des utilisateurs. Moi j'avais répondu non, mais j'étais extrêmement étonné. Et puis après, je me suis documenté, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à savoir. Des solutions de stockage, la réponse est non, elle est évidente. Et les fonctions de retouche photo, la réponse est non, mais si le développeur de l'application utilise une certaine IA pour régler automatiquement les filtres, si c'est vraiment assez sophistiqué, la réponse est oui. Et les filtres de transfert de style, la réponse est oui. Et c'est une application, je pense, qui a été faite par un Français qui fait des ravages d'une manière assez importante, principalement en marketing. Deuxième phase, l'intelligence artificielle dans la construction. C'est les mêmes références. Le secteur de la construction, il a un déficit en termes de digitalisation.
en termes de sécurité, en termes de qualité, et donc on n'est pas surpris du tout de voir que le secteur de la construction est les parents pauvres de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. Une petite introduction sur la différence de termes digitalisation et numérique. La notion de digitalisation, elle est basée sur la notion de digital, c'est-à-dire forcément les doigts. Et donc, quand on vient mettre en place un système, il va falloir, si on a des bancs de commande qui ne sont pas numérisés, il faut les digitaliser. Ça veut dire qu'il faut prendre des gens qui font la saisie pour les mettre sur des ordinateurs. Donc ça, c'est la digitalisation. Et après, c'est la phase numérique qui l'emporte automatiquement. Donc, quand on est dans un nouveau secteur, une nouvelle organisation, il va falloir digitaliser d'abord, puis après numériser. Dans l'IA pourrait être dans tous les cycles pour la construction, dans la phase conception, dans la phase exécution et dans la phase exploitation des données. Ça, c'est vraiment, ce sont des choses très classiques. Les freins dans le secteur de la construction sont les qualités de données, sont les obstacles culturels aussi au changement et les problèmes de standardisation et cette notion de point d'état qui n'est pas encore assez ancrée culturellement pour donner en fait les moyens, parce que le data elle est vraiment très intéressante si elle est là à disposition et qui permet en fait de gens pour aller encore plus loin pour explorer ces data. Quelques opportunités qui sont réelles en fait sur les chantiers et dans le domaine de la construction. Les plans de mise en œuvre de la 5G en Europe, la généralisation de l'Internet des objets applicable aux bâtiments intelligents. Le BIM, c'est une réalité. La réalité virtuelle en termes des applications dans la construction, c'est une réalité. Le suivi de chantier par des drones, c'est une réalité et ce sont des drones également intelligents. Donc vous voyez cette notion de plusieurs types de contraintes qui peuvent figurer. Et puis le contrôle des données par des robots, l'exemple de la société Doxal, ça c'est aussi une réalité au niveau de la construction. Je vais faire une petite vidéo. Il ne fait pas de doute que l'intelligence artificielle va venir dans le bâtiment. Pour aider à l'optimisation, pour participer à la construction, pour aussi aider les architectes à imaginer de nouvelles façons de faire, voire de nouvelles formes. Et il y a déjà des logiciels impressionnants par rapport à cela. Le fait d'avoir des simulations, des maquettes, la possibilité de combiner un grand nombre de paramètres et d'apprendre comment les combiner pourra améliorer encore, j'en suis convaincu, les performances des bâtiments. Il y a un gros volet qu'on recommande sur la formation et c'est un volet qui touche tout le monde, y compris des emplois qui ne sont pas à Bac+8, y compris des emplois qui sont ceux de techniciens. Il y a un grand enjeu qui arrive pour des métiers perçus comme traditionnels, d'arriver à se moderniser. Et ça ne va pas être aux maçons de faire de la programmation, mais aux équipes multidisciplinaires de se constituer. L'intelligence artificielle, c'est une façon de redéfinir le partage des tâches entre l'humain et l'algorithmique, le mécanique, et c'est une opportunité pour nous tous. Il y a à coup sûr dans l'optimisation humaine, dans l'efficacité humaine, dans l'amélioration du service client, matière à travailler sur la mise en connexion de ces différents organismes, sur la possibilité d'avoir des plateformes de données, de services. Je dirais que c'est comme ça que nous préserverons nos emplois de maçons et que nous éviterons qu'ils se fassent externalisés, remplacés par qui sait quels acteurs. Il est important qu'on se développe dans cette réflexion en France et en Europe avant que d'autres outre-Atlantique ne se chargent d'ubériser le secteur des bâtiments. Deux conseils pour les entreprises. Premièrement, recruter de la compétence en interne. Pour l'instant, la course à l'intelligence artificielle, c'est une course à l'intelligence humaine. Deuxième recommandation, c'est l'expérimentation.
L'intelligence artificielle, ça fonctionne bien que quand on arrive à mettre au point de l'expérimentation dans la durée, où on apprend petit à petit ce qui passe bien, ce qui passe mal, les erreurs qu'il ne faut pas recommencer. C'est dans l'usage qu'est le grand défi, bien plus que sur l'outil même. Alors, bon débat, bonne réflexion, bonne vision collective de ce que sera le bâtiment de demain. Donc voilà un témoignage qui est lié, et les mots sont extrêmement bien choisis, extrêmement même visionnaires, et une stratégie qui est carrément donnée soit à la partie formation, soit à la partie recherche, soit à la partie entreprise. Donc problématique entre l'IA dans tous les cycles de construction. La Fédération française du bâtiment a fait un travail très très intéressant. Donc il y a 5 grands axes de développement: la partie conception, la partie organisation de logistique, c'est-à-dire la partie ligne construction, la partie chantier, la réalité, le management et l'exploitation des données également, et la relation client qui est fondamentale parce que le client il devient acteur grâce à ces nouvelles technologies. Je ne vais pas les détailler. Dans la conception des bâtiments, il y a la notion des données préimplantées, les données à implanter, la logistique amont, cette notion de logistique qui devient fondamentale maintenant, la logistique de chantier, la logistique aval également, suivi de la progression des travaux, la maintenance prédictive. Nous, on a une thèse de doctorat sur la maintenance prédictive, et l'exploitation des bâtiments dans le cadre du management et de l'exploitation, les relations clients, gestion, marketing et finance. Les problématiques, 4 risques majeurs: la perte de la maîtrise de ces données, ça c'est vraiment quelque chose qui, quand quelqu'un il a un projet, il fait la gestion de risque, et c'est quelque chose de fondamental de maîtriser la gestion de risque. Et si votre gestion de risque dans un projet elle est bien maîtrisée, c'est que votre projet il est bien maîtrisé et non l'inverse. La non-interopérabilité de systèmes, les cyberattaques, c'est une réalité quotidienne, même à titre individuel et citoyen. Vous imaginez le bâtiment, vous imaginez le quartier, vous imaginez la ville. La fiabilité du cloud également, c'est quelque chose parmi les défis. Quelques exemples réels de réalisation de l'utilisation de l'IA dans la construction. Nous, on l'a fait pour les appels d'offres, donc prédiction de la marge nette pour un chantier. On a quelques applications réelles. On fait également pour le suivi des grues. Ce sont des grues, on a mis aussi en place une grue intelligente, également dans le laboratoire. Voilà un petit exemple d'une grue, mais ce n'est pas le nôtre, mais il est assez intéressant pédagogiquement pour voir cette notion de grue, comment elle est importante dans un chantier, dans un grue connecté, dans un chantier connecté. Je trouvais que l'exemple est intéressant à montrer. Donc, je vais aller à la conclusion parce qu'il ne me reste que 2 minutes. Je ne vais pas vous citer tous les exemples qui existent. Il y en a plusieurs. Intérêt de l'intelligence artificielle dans la construction, les forces, augmentation de productivité dans le cas de la construction, production plus flexible, 4% des entreprises au niveau des faiblesses emploient de la construction 4.0 jusqu'à maintenant en France, les numérisations est insuffisamment coordonnée dans la mise en œuvre, les risques, manque de ressources financières,
Entreprise dépassée par la complexité de la construction 4.0, surtout en relation avec les clients. Chance complète du travail humain, donc ça c'est vraiment changement, diminution de la pénibilité, ça c'est certain. Et les dirigeants sont convaincus du potentiel de cette construction 4.0. Et merci pour votre attention.